Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce lundi 31 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. C'est d'ailleurs la dernière édition de ce mois de mars qui s'achève. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à la grande tribune d'analyse et surtout de décryptage de l'information traitée par nos confrères de la presse écrite africaine. Pour m'accompagner dans cet exercice, Raoul Pépin Benabena qui m'accompagne encore ce soir. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn-Gos. En tout cas, nous faisons notre entrée en kiosque pour décrypter et analyser les unes qui ont apparu ce 31 décembre, ce 31 mars. 30 mars. J'étais en train de courir, croyant que nous étions déjà en fin d'année. Non, pas encore. Nous ne faisons qu'amorcer la moitié de l'année 2014. En tout cas, nous y sommes dans le même exercice et nous allons certainement donner le meilleur de nous-mêmes, comme d'habitude. C'était une nouvelle journée et surtout de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite africaine qui ont pour devoir de vous informer 24 heures sur 24. Vous le savez déjà, la connaissance, c'est le pouvoir. Equila Africa parlait de la Centrafrique, au moins 24 personnes tuées par des soldats tchadiens. Samedi dernier, nous apprenait Equila Africa dans sa parution de ce lundi. Le journal nous disait qu'une centaine autres demeurent dans les cas de blessures très graves. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est toujours les soldats tchadiens qui sont au centre de la manœuvre. On dit d'ailleurs que ceux-là ont la main légère. Ils peuvent facilement appuyer la gâchette le plus rapidement possible. Ils ont la gâchette facile. Très facile. D'ailleurs, cela s'explique. Le Tchad a fait 19 ans de guerre avec la Libye dans le cadre de la bande d'Arouzou, vous vous en souvenez? Exactement. Donc les Tchadiens sont aguerris. On se rappelle à cette époque-là de Hissène Habré, de M. Ngoukouni Ouédé. Voilà, malheureusement aujourd'hui c'est Hissène Habré qui semble être poursuivi par M. Idriss Déby parlant cette histoire de crimes contre l'humanité pour avoir tellement tué des gens alors qu'en réalité ils étaient tous dans le même. Il y a également des compères qui sont toujours en vie. Vous avez compris. Alors si on revient donc à l'actualité que nous donne aujourd'hui et qu'il Afrique exactement, les soldats tchadiens ont pénétré des quartiers réputés être des quartiers des chrétiens et il y a quand même dissonance. On donne deux informations qui se contredisent. La première information, c'est que les soldats tchadiens étaient en train d'accompagner les musulmans tchadiens qui souhaitaient rentrer dans leur pays. Là, quand ils ont été attaqués par les anti-Balaka, ça c'est une information que donnent les soldats tchadiens. Mais certaines sources indiquent que les soldats tchadiens partaient également du nord de la Centrafrique, du nord de Bangui, pour au centre-ville parce qu'ils voulaient rendre compte d'une mission d'inspection qui avait été faite de ce côté-là lorsqu'ils ont été finalement attrapés, pris en barricade par les chrétiens anti-Balaka et dont ils ont ouvert le feu. Donc en réalité, ce sont des informations contradissantes, mais qui disent quand même, qui nous rassurent qu'il y a eu des coups, des tirs de coups, des tirs armés, des tirs, les coups de fusil de la part des soldats tchadiens qui ont mis sur le carreau 21 civils et il y a une centaine de blessés aujourd'hui. Malheureusement, c'est le cas que l'on déplore. N'oubliez pas que déjà, il y avait cela 3 jours, Mme Samba Panza pleurait encore les morts de Bangui parce elle venait de décréter justement un état d'urgence. Malheureusement, en décrétant l'état d'urgence, quelques 24 heures après, les soldats tchadiens tombent exactement dans ce qu'il ne fallait pas. Cela fait exactement un an aujourd'hui que Michel Diotodia a carrément bouleversé la République centrafricaine. On se rappelle de ce que ce fut le 23 mars 2013. Nous sommes au 31 mars 2014. Rien n'a réellement changé. Plutôt, on parle de résurgence, on parle plus qu'on s'enlise dans le conflit, oui, on s'enlise dans la tuerie. On va de mal en pire. D'ailleurs, la République centrafricaine aujourd'hui ne ressemble plus à rien. Vous allez voir que c'est devenu comme une chasse à l'ennemi. Mais qui est donc l'ennemi en République centrafricaine? C'est la question qu'on se pose. Est-ce les musulmans qui sont réputés être les complices des ex-Sénéca? Parce qu'on estime que la plupart des ex-Sénéca qui venaient d'ailleurs du Tchad étaient pour la plupart des musulmans. Est-ce les chrétiens qui sont aussi devenus aujourd'hui les ennemis de la MISCA et des forces sangaristes? En réalité, la République centrafricaine nous surprend un peu trop. En tout cas, nous savons ce que c'est qu'un musulman, nous savons également ce que c'est qu'un chrétien. Et quand on se dit chrétien, je ne pense pas qu'on peut porter des machettes. Voilà. Et quand on se dit musulman également, ce n'est pas sûr et certain qu'on pourrait faire ce genre d'exaction. Vous l'avez bien compris, au moins 24 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées par des soldats tchadiens à Bangui. La capitale à nouveau sous haute tension ces derniers jours, malgré les efforts des forces internationales pour arrêter les tueries. L'information était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien Equila Africa. À Niamey, nous sommes là au Niger. APE, l'Afrique de l'Ouest se donne 2 mois pour résoudre les questions ethniques et surtout techniques avant la signature. C'est ce que semble dire à Niamey dans sa première sortie de la semaine. Alors, à l'issue du 44e sommet des chefs d'État de la CEDEAO,
qui ont d'ailleurs validé ces APE, il y avait pratiquement eu toute une commission là-dessus, qui a été d'ailleurs dirigée par le président Macky Sall. On se rappelle que le président Macky Sall a eu à diriger la commission qui allait renégocier les accords de partenariat économique avec la sous-région Afrique de l'Ouest. CEDEAO, Union européenne. Alors, cela a été renégocié. Paraît-il qu'il y a eu maintenant un terrain d'entente. Donc, des accords qui doivent être signés prochainement doivent être revus techniquement, tels que les chefs d'État de la CEDEAO ont préconisé lors de leurs assises de samedi dernier. Vous voyez, donc le mandat a donc été redonné à M. Macky Sall de mettre sur pied une commission qui sera chargée de voir de fond en comble les technicités qu'il y a lieu de mettre afin de faire valider entièrement le document par les chefs d'État qui doivent approuver les signatures et envoyer du côté de l'Union européenne pour leur dire nous sommes désormais d'accord, on peut aller dans ce partenariat. Donc cette commission sera bien sûr, on aura là des Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigériens et surtout les Sénégalais qui vont faire partie de cette commission de réflexion. En tout cas, quand on parle des APE, on parle de l'Asie, Pacifique et surtout Europe. L'Afrique de l'Ouest se donne donc 2 mois pour résoudre les questions techniques avant la grande signature. C'est ce que semblait en tout cas nous rapporter ce lundi à Niamey dans sa première sortie de cette semaine. Et puisqu'on parle de la CEDEAO, Raoul Pépin Benabena, on le disait encore ici samedi et surtout vendredi dernier, le président ghanéen John Dramani Mahama, aujourd'hui âgé de 55 ans, a succédé samedi à l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui rassemble 15 États et qui connaît une solide croissance depuis quelques temps aujourd'hui. En réalité, on va le dire, c'est le 24e chef d'État, sauf qu'on constate tout simplement que c'est 12 pays qui restent au sein de la CEDEAO qui ont déjà goûté aux délices de la présidence. On s'attendait à voir Ellen Johnson Sirleaf pour que le Libéria goûte au moins pour la première fois, ou tout au moins le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est vrai que le Cap-Vert n'était pas présent, il s'est fait représenter par son premier ministre, y compris le Togo qui n'était pas également aux assises. Il s'est fait aussi représenter par son premier ministre, mais on aurait quand même cru. C'est vrai qu'on avait déjà dit ici, il y avait des voix, des noms qui étaient avancés, parmi lesquels le nom de Madame Sirleaf. Voilà, Sirleaf. Et sans oublier le Ghanéen John Dramani Mahama. On l'avait déjà dit ici dans le cadre de la grande tribune. Bon, il est là. Le choix est fait. Il est là, bon, et puis on attend voir. C'est donc, il va faire Alassane Dramane Ouattara, qui a d'ailleurs été très félicité par ses pairs pour avoir passé 2 bonnes années à la tête de cette structure. Et on a vu quand même des innovations. On espère que Dramani ira dans le même sens. En tout cas, vous l'avez bien compris, le président ghanéen John Dramani Mahama a succédé à l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Niamey nous disait que APE, l'Afrique de l'Ouest, se donne 2 mois pour résoudre les questions techniques avant la signature. Donc, depuis samedi, en tout cas, le nouveau président, c'est tout simplement le Ghanéen John Dramani Mahama. Notre voix, nous sommes là en Côte d'Ivoire, parlait face à la dictature du régime Ouattara. Le FPI, le Front populaire ivoirien, annonce des marches et des sittings. Notre voix qui en faisait l'écho ce lundi nous faisait savoir que le RDR, pris de panique, profère des menaces puériles à l'encontre, en tout cas, de l'opposition. Alors, on va se poser une question. Est-ce que ces sittings vont obéir également à la plateforme qu'auraient signée les 12 partis politiques? Est-ce que ces 12 partis politiques vont se réunir ensemble pour mettre ces sittings en branle et à ramener le rassemblement des républicains à trembler davantage? C'est la question qu'on se pose. Est-ce le Front populaire ivoirien seul qui va mener ces sittings? Autant de questions que notre voix n'a pas pu répondre dans sa publication d'aujourd'hui. Mais on remarque quand même que le climat socio-politique ivoirien en ce moment n'est pas des meilleurs. Le Front populaire ivoirien, qui paraît être très fâché du fait que l'un de leurs rejoint encore la Cour pénale internationale, veut visiblement profiter de la situation pour soit ramener la Côte d'Ivoire dans des états de turbulence ou alors exiger un certain nombre de revendications de la part du pouvoir. Donc en réalité, c'est un jeu politique. En réalité, ce sont des cartes que le FPI, en tant que chef des files de l'opposition, veut jouer, sachant qu'en ce moment, il a quand même le vent en poupe. En tout cas, on parle toujours des grosses pointures de la politique ivoirienne comme Alassane Dramane Ouattara, sans oublier Laurent Koudou Gbagbo et aujourd'hui Blé Goudé qui est actuellement à la Cour pénale internationale a d'ailleurs vu sa première audience il y a quelques jours. Mais il y a également 1000 pro-Gbagbo dans les géoles ivoiriennes. Oui, ça, il faut le relayer avec beaucoup de tristesse qu'il y a encore au moins 1000 pro-Gbagbo qui sont encore en prison alors qu'on parle d'une réconciliation. Va-t-on aller à la réconciliation avec un camp
pratiquement en prison et l'autre camp en dehors. Autant de questions que je pose des Ivoiriens qui se demandent bien si le pouvoir en place veut exactement aller vers la réconciliation tout en menant une justice partielle. Donc en réalité, c'est une question que devrait étudier le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. Peut-être revoir sa copie. Parce qu'en mettant tous les pauvres babos dehors, y compris M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, je crois qu'il sera plus facile d'avoir une paix en Côte d'Ivoire que dans le moment actuel. En tout cas, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle également de ce recensement qui bat de l'aile depuis son démarrage. Tout à fait. On ne va pas oublier déjà de le signaler du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a un sérieux problème puisqu'on parlait de recensement pour pouvoir voir dans les jours à venir la prochaine présidentielle qui aura lieu dans les prochains mois. Tout à fait. Mais en réalité, ça évolue. C'est vrai que ça évolue à pas de tortue parce qu'il y a une bonne fraction de la population qui boude ce recensement, notamment sur le mot d'ordre du Fonds populaire ivoirien, qui estime qu'il est l'heure de boycotter le recensement parce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Qui va se faire recenser et qui ne va pas se faire recenser? Voilà autant de questions dont les chiffres qui sortiront forcément de ce recensement ne seront pas les chiffres réels de la population ivoirienne parce que beaucoup vont refuser de se faire recenser. En tout cas, la semaine dernière, en milieu de semaine, le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est sorti de sa réserve pour faire comprendre aux populations ivoiriennes que 134 pro-Gbagbo ont été libérés depuis le début de l'année. Mais pour d'autres, c'est vraiment insuffisant. Et comme nous le disait notre voix, face à la dictature du régime Ouattara, le Front populaire ivoirien annonce des marches et des sittings dans les tout prochains jours. Nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso, cette fois-ci avec le pays politique national, le Faso, des alliances de calcul. Le pays nous disait ce matin que le chat noir de Nayala rejoint le MPP. Les dissidents de l'UNIR PS déposent leurs valises au MPP et le parti de Moussa Boli annonce sa fusion avec le MPP, faisait savoir en tout cas nos confrères du quotidien burkinabé Le Pays. Alors vous allez constater que le MPP visiblement a le vent en poupe au Burkina Faso parce que c'est un parti qui a su quand même qui a su profiter de la situation sociopolitique pour s'imprégner une certaine marque qui semble mordre avec tout ce que nous voyons aujourd'hui comme alliance, surtout que le calendrier électoral est déjà plus ou moins visible avec cette reprise des listes électorales qui devrait débuter de quoi le 30 avril prochain. Donc il y a quand même une visibilité déjà. On est déjà à l'aube d'une élection présidentielle. Il est donc de bon ton de faire des alliances. Et vous voyez que le MPP seul parvient quand même à rassembler autour de lui des importants partis qui semblent aujourd'hui être des vrais challengers de M. Blaise Compaoré si jamais il s'entêtait à revenir. Donc c'est un jeu de calcul qui peut tourner également au bien-être des opposants, pourquoi pas. À l'avantage en tout cas des opposants, surtout du MPP, on a vu également avec l'UNIR PS, l'UNIR qui est un parti socialiste qui a déjà le vent en poupe et qui a décidé de se rallier en tout cas au MPP, le MPP qui... On l'a vu également depuis quelques semaines, fait des meetings à gauche et à droite justement pour se préparer pour la prochaine présidentielle. C'est des meetings populaires qui rassemblent quand même une bonne fraction de la population. C'est dit que les lendemains, on prévoit quelque chose de très terrible au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Des lendemains meilleurs, on espère bien. Politique nationale au Faso, des alliances de calcul. Le pays nous disait ce matin que le chat noir de Nayala a rejoint le MPP. Direction le Sénégal avec Sid Vaya, 44e sommet ordinaire de la CEDEAO. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'espace communautaire, nous apprenait Sid Vaya ce matin. Le journal relevait que les assises de Yamoussoukro portent un espoir avéré pour le futur de la CEDEAO. Alors Sid Vaya, quand même sur lui de dire qui est le nouveau président de la CEDEAO, John Dramani, vous l'avez si bien dit en ce début d'émission, il est élu à la tête de la CEDEAO, mais il faut dire que c'est quand même l'orgueil des hommes qui a encore dominé parce qu'on croyait que pour une fois, une femme allait quand même être à la tête au XXIe siècle, de la CEDEAO. Malheureusement, il faudrait encore attendre un autre siècle peut-être pour que les Africains comprennent également que les femmes peuvent également diriger. D'ailleurs, Mme Nkosazana Zuma en fait déjà bien dans le cadre de la Commission de l'Union africaine. On aurait pu faire confiance également à Ellen Johnson Sirleaf, mais on remet ça plus tard. On remarque quand même que les 13 chefs d'État sur 15 ont pris part. Et le Cap Vert, le Togo, on l'a si bien dit, qui n'étaient pas là, ont été représentés par le Premier ministre. Alors, qui est donc John Dramani? Il est né le 29 novembre 1958. Vous aimez bien les chiffres. Vous avez déjà certainement fait des décomptes là-dessus. Exact. Vous nous avez bien dit qu'il avait pratiquement 55 ans. Alors, il est né à Damango. C'est au Ghana. C'est dans une région ghanéenne. John Dramani Mahamat est consultant en communication. C'est-à-dire que les communicateurs également peuvent occuper les journalistes le connaissent super bien. Voilà, peuvent également être des grands hommes d'État et surtout de bons présidents. Alors, il était un pur produit du Congrès démocratique
nationale, c'est-à-dire le parti qui est au pouvoir. Il arrive à la tête du Ghana le 24 juillet 2012, assurant la transition suite au décès brutal de John Atta Mills. Vous connaissez bien cet grand chef d'État, jusqu'en décembre 2012, et il a été élu le 7 décembre 2012 officiellement pour prendre officiellement les rênes le 7 janvier 2013. Voilà donc le parcours de ce bonhomme qu'on peut appeler ce grand homme qui est aujourd'hui à la tête de la CEDEAO. Il collectionne en tout cas les succès depuis 2012. En réalité, depuis 2012, il collectionne les succès, comme vous le dites. 2012, 2013, 2014. Donc, voilà, 2012, 2013, 2014 et peut-être 2015, 2016, 2017, pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous souhaitons voir une Afrique avec des grands hommes quand même. Des hommes capables d'avoir une idéologie et de défendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les intérêts des Africains. Et nous savons que c'est le cas forcément de notre ami président ghanéen John Dramani Mahama, qui est devenu le 24e président de la commission de la CEDEAO. Tout à fait. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien Sidvaya. Nous restons au Sénégal, cette fois-ci avec Sud Quotidien. Sommé par la CREI de justifier 47 milliards de francs CFA, Aïda Diongé rouvre son coffre. C'était le titre qui battait la grande une de Sud Quotidien. Le journal disait qu'elle a un mois pour justifier la provenance de cette somme d'argent dans les coffres. Tout à fait. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a donné un mois à Aïda Diongé de justifier la provenance de 47 milliards de francs CFA. Vous savez que c'est une ancienne sénatrice libérale qui a été interpellé dans le cadre de ce qu'on a appelé enrichissement illicite. Lorsque le président Macky Sall arrive et décide de traquer ces détourneurs de fonds publics. Alors, elle a été également interpellée, je crois, depuis le mois de décembre dernier, depuis, je crois, le 17 décembre, effectivement, elle a été interpellée. Et on a retrouvé quand même dans ses coffres forts une somme de 43 milliards de francs CFA en espèces, mais on a vu des bijoux d'une équivalence de 4 milliards. Voilà, de 4 milliards, 8 milliards. Bref, comme il y avait plusieurs coffres, il y avait également plusieurs bijoux repartis dans les coffres. Le total fait aujourd'hui 47 milliards de francs CFA. Tout le total, maintenant, ça donne 47 milliards de francs CFA. Alors, d'où viennent les 47 milliards de francs CFA pour une femme pareille? C'est déjà la question qu'on devrait se poser. C'est la question qu'il faut se poser, mais on estime qu'elle a géré beaucoup de projets. Par exemple, les projets de logements sociaux, elle en a géré. Elle a géré tellement de projets qu'il y a de fortes chances que cet argent soit certainement venu de là. Mais nous ne pouvons pas dévancer les enquêteurs. Les enquêteurs de la commission d'enquête qui sont sur le dossier. Et qui en sauront quoi faire. En tout cas, comme le disait Sud Quotidien, ce lundi, Aïda Diongé a rouvert son coffre. Elle a pratiquement un mois pour justifier les 47 milliards de francs CFA qu'on a découverts dans ses coffres forts. On ne parle pas dans les coffres forts de quelqu'un, mais dans ses propres coffres forts. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas beaucoup par rapport à la richesse de Karim Wade. Je vais vous rappeler un chiffre. Alors, les comptes de Karim Wade sont estimés à 694 milliards de francs CFA. Voilà un individu qui n'a pas 40 ans. À y voir de près ce monsieur, il n'a pas 40 ans, mais il a 694 milliards de francs CFA de patrimoine. Steve Jocelyn Goss, il y a de quoi avoir mal à la tête et se demander exactement si des gens peuvent encore s'enrichir de cette manière. Mais d'où vient cet argent? D'après des enquêteurs qui suivent également ce Karim Wade, on parle des biens immobiliers, on parle à travers des sociétés immobilières, on parle des sociétés aéroportières, apparemment il en avait assez. On parle aussi d'une filiale d'EP World basée à Dakar et dont la valeur représente la moitié de son patrimoine présumé. Donc Karim Wade, franchement dit, il faut bien justifier où vient cet argent. Lui au moins, il a créé des entreprises, on peut le comprendre. Oui, mais vous savez, il était ministre d'État, il était le fils d'un chef, il est même encore, parce que le chef d'État, ça demeure quand même. Un chef d'État reste un chef d'État jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à ce qu'il meure. Comme on dit, le roi est roi jusqu'à ce qu'il meure. Alors, lui, il demeure quand même le fils d'un ancien chef d'État et on sait qu'il y a des prérogatives. Ces gens-là ont quand même quelques avantages. Mais comment lui, il a pu gérer ces avantages de manière à obtenir 694 milliards de francs CFA? Il y a de quoi avoir mal à la tête. En tout cas, il y a de quoi également avoir la chair de poule que de savoir qu'ils sont nombreux ceux qui détournent l'argent public, l'argent du contribuable pendant ce temps. Eh bien, les populations, la tranche
certaines tranches de la population souffrent en tout cas de faim et de soif, Effectivement. alors que forcément on pouvait faire ce qu'on appelle la redistribution des biens. Tout à fait. Le Messager, nous sommes là au Cameroun, Assemblée nationale, René Sadi annonce la relecture du code électoral, titrait déjà le Messager dans sa parution de ce lundi pour faire savoir que le MINAT était face aux députés dans le cadre des questions orales. Et puis en page 3, le journal nous apprenait également que les représentants de Famendongo et de Amatoutou Mouna ont été hués par la foule aux obsèques de Charles Ateba Ayene. Alors, vous allez remarquer pour cette deuxième une de Charles Ateba Ayene, il a travaillé au ministère de la Culture pendant très longtemps. Il n'avait jamais eu des grades en avance parce qu'on le voyait comme un potentiel opposant. Un paria. Voilà, effectivement. Et quelqu'un qui pouvait perturber toute une administration parce que des vérités trop dites. Alors, ça faisait de lui l'homme à battre. Il a donc officié dans ce ministère de la Culture sans presque des avancements. Il n'avait pas de poste et il n'avait pratiquement plus de bureau. Ça, c'est la meilleure. Il n'avait pratiquement plus de bureau. Il pavanait de part et d'autre. Et ça ne l'empêchait pas quand même d'écrire ses livres et de faire tout ce qu'il avait comme combat. Donc, Amatoutou Mouna a été comme un véritable... qu'est-ce que je vais dire? Comme un bourreau. Voilà, un véritable bourreau de M. Charles Ateba. Vous allez également voir le professeur Charles Famendongo, pourtant camarade du même parti, mais malheureusement, des visions étaient si divergentes que les deux ne pouvaient pas s'asseoir sur une même table. Rappelez-vous, lorsque Charles Ateba sort par exemple les paradoxes du pays organisateur, le professeur Famendongo monte au créneau pour apporter le démenti de tout ce qui avait été dit dans ce livre. Donc vous comprenez qu'il y a eu quand même une guerre entre médias interposés entre ces deux hommes, pourtant du même parti, et ils ne sont pas très loin, parce que venant presque de la même région. Je vous rappelle que Famendongo est du Sud, et Charles Ateba lui également est du Sud. Famendongo est un peu après Ebolova. Charles Ateba lui il est de Bikoka, c'est-à-dire il parle de Dov. Donc c'est des gens qui se connaissaient très bien et qui savaient très bien quel était l'objectif de leur combat. En tout cas, Charles Ateba Ayene a été enterré samedi dernier dans son village natal à Bikoka, dans le sud du Cameroun. Et puis, il faut également préciser par ailleurs, ce sera une douleur pour sa mère. D'après les informations que nous avons reçues, elle a déjà enterré en tout cas près de 8 de ses enfants. Non, mais elle a presque enterré tous. Toute sa famille. Oui, on estimait que Charles Ateba était le dernier. Il n'avait plus de frères ni de sœurs, donc il était pratiquement le dernier. Il n'a que des neveux maintenant qui restent, des neveux, des cousins et autres. Donc la maman, elle vit encore, mais elle enterre ses enfants. Vous comprenez? Ça, c'est une véritable malédiction. On se demande bien pourquoi est-ce que cela est arrivé ainsi. Peut-être que cette famille avait du mal à s'en sortir au milieu d'un peuple pourtant parce qu'il disait un peu trop de vérité. En tout cas, c'est le sort qui s'est acharné sur cette dame qui a enterré tous ses enfants. On parlait également avec le messager de l'Assemblée nationale, où René Sadi annonçait la relecture du code électoral. En réalité, vous savez qu'on projette déjà les futures élections au Cameroun. Il est question maintenant de revoir, certainement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'inscrire dans les listes électorales pendant les dernières élections. Donc, Exactement. Il est question de revoir maintenant ces listes, de reprocéder à certains changements pour moderniser, pourquoi pas, la vision démocratique du peuple camerounais. Donc, en réalité, il est de bon ton que cela soit fait maintenant que d'attendre les dernières minutes. Restons au Cameroun, cette fois-ci avec l'anecdote. Manœuvre à l'Elysée nous faisait remarquer l'anecdote qui précisait que Thierry Atangana négocie la sortie de Maître Lydienne Eyoum. Selon le journal, l'ancien détenu a prié le président français d'exercer une pression sur son homologue camerounais Paul Biya pour la libération d'une autre franco-camerounaise. Tout à fait. En fouillant les colonnes du journal, l'anecdote, nous partons y constater que Thierry Michel Atangana, qui a passé 17 ans dans une prison camerounaise, est allé rencontrer le président François Hollande, où il a eu la chance d'être reçu par François Hollande, certainement pour lui dire merci d'avoir exercé une pression sur le peuple camerounais vis-à-vis de moi pour que je sorte de là. Il a dit merci, mais il a également plaidé pour une autre franco-camerounaise qui est en prison. Maître Lydienne Eyoum, dont vous savez, elle a été arrêtée également. Ça fait pratiquement... je crois, 4 ans aujourd'hui, alors exact. Que d'après les tests réels au Cameroun, la détention c'est 18 mois, mais elle en a déjà passé 4 ans sans toutefois qu'elle soit jugée. Donc c'est un abus, ça devient une exaction commise sur les droits de l'homme.
Alors, le président français en a pris note et paraît-il qu'au sorti de cette réunion, il y a eu une commission de soutien à Maître Lydiane Youm qui va bientôt se mettre en branle et on va voir les actions qui viendront certainement de Paris pour inquiéter l'État de Cameroun. Je suis un peu amusé de savoir que le président français François Hollande s'occupe mieux des problèmes des Africains que de ses propres problèmes. Alors qu'il est en train de perdre pratiquement les élections en France. Il a perdu carrément les élections. Il a totalement perdu la droite à tous les prix. Je me demande comment peut se comporter maintenant François Hollande. Comment se porte-t-il? Est-ce que son visage est encore clair en cette période précise? En tout cas, les Français l'attendent ce soir pour un discours, forcément à la nation française, pour pouvoir dire franchement ce qu'il doit changer, ce qu'il doit améliorer dans sa gestion, en tout cas de l'Hexagone, on l'attend ce soir. Et bien sûr, les Français sont également en train d'attendre un prochain remaniement ministériel qui n'est pas sûr, en tout cas, de garder Jean-Marc Ayrault, qui est aujourd'hui le chef du gouvernement. On parle de Manuel Valls, qui est aujourd'hui ministre français de l'Intérieur, qui pourrait être le favori, sans oublier également Ségolène Royal, qui pourrait également revenir comme vous savez, Premier les ministre. Ségolène Royal, c'est des vieilles visages, de la politique française qui n'ont plus besoin de renaître parce qu'il faut quand même un nouvel vent. Un nouveau vent, et c'est ce vent-là que recherche la France. En tout cas, le journal du Tchad parlait de Bruxelles. Un mini-sommet sur la Centrafrique se tiendra le 2 avril prochain, c'est-à-dire mercredi, selon le journal du Tchad. Le chef de l'État français et son homologue tchadien, ils sont attendus, ainsi que Catherine Samba Panza. Alors, comme à Paris, en décembre 2013, un mini-sommet va effectivement se tenir le 2 avril, je crois que c'est mercredi, le 2 avril prochain, à marge du sommet Union Européenne-Afrique. On en parlera également de la question de la Centrafrique où Catherine Samba Panza y sera présente parce qu'elle a été conviée. On attend également Paul Biya du Cameroun, n'oubliez pas, Idriss Déby Itno qui paraît être très intéressé par la situation en République centrafricaine. François Hollande et ses chefs d'État de l'Afrique centrale vont certainement débattre de cette question et voir dans quelle mesure il faut renforcer soit la sécurité et de l'argent. Terminons avec El Watan, qui signifie la nation. Des dizaines de stars qui chantent pour Abdelaziz Bouteflika, nous apprenait El Watan dans sa parution de ce lundi. Le journal nous apprenait qu'elles sont venues donner un coup de pouce au président candidat. Il y avait aussi des stars du football, du cinéma et surtout de la musique. Alors finalement, l'Algérie a choisi la meilleure option, celle d'aller aux élections, que de faire le boucan, que de demander à l'armée d'aller dans les rues pour perturber une nation pourtant qui a suggéré le printemps arabe. Je crois que l'Algérie a fait le bon choix. Maintenant, il faut aller aux urnes pour voir si Bouteflika va prendre un quatrième mandat. Mais pour le moment, il n'est pas campagne. Vous parlez bien de ces stars qui accompagnent. Exactement. Qui accompagnent sa campagne. Et je vous dis, c'est des stars quand même de renommée internationale. Vous avez par exemple Khaled, l'artiste Khaled qui est d'ailleurs comme le chef d'orchestre. Voilà, qui conduit tous ces stars. Donc Bouteflika, finalement, il est en train de réussir son coup. En tout cas, on espère tout simplement que les choses vont aller plutôt dans le bon sens du côté de l'Algérie. L'élection est prévue dans précisément 17 jours. Tout à fait. Le 17 jours, ce sera bien sûr le 17 avril prochain. Et aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika est en train de briguer, en tout cas, un quatrième mandat. Il va le prendre. En réalité, rien ne l'interdit de prendre le quatrième mandat, sauf si et seulement si les Algériens aient dit aux urnes non. En tout cas, nous allons terminer par une question, si vous me permettez bien, et surtout si la réalisation nous permet également de nous poser cette question. Joseph Kabila sera-t-il le premier président de la République du Congo à couler une retraite paisible ou va-t-il chercher à s'accrocher au pouvoir? C'est la grande interrogation. En tout cas, la question se pose avec une acuité virtuelle et surtout nouvelle du côté de Kinshasa, la capitale de la RD Congo, après les récentes déclarations de son camp. Et bien sûr, la majorité présidentielle a annoncé le 21 mars dernier qu'elle envisageait en tout cas sérieusement de modifier la Constitution par voie référendaire afin de changer le mode de scrutin des élections provinciales censées avoir lieu en 2015, c'est-à-dire l'année prochaine. Kabila aujourd'hui est âgé de 42 ans. Il a déjà fait 13 ans à la tête de la RD Congo. Il doit quitter son poste précisément en décembre 2007. Alors 42 ans, c'est exactement l'âge que meurt Charles Ateba Yeneu parce qu'il est né en 1972. Voilà, et vous l'avez bien compris, on espère tout simplement que Joseph Kabila ne va pas changer la Constitution. C'est juste pour vous dire une chose simple, c'est qu'il n'est pas le seul actuellement à vouloir changer la Constitution. Blaise Compaoré n'est pas le seul, Pierre Kourouziza n'est pas le seul. Il y a également... Ils sont nombreux et beaucoup en viendront dans le même sens. Paraît-il que les Africains aiment bien ce pouvoir. Abdelaziz Bouteflika l'avait déjà fait en 2007. Il l'avait fait en 2005. Mais Raoul Bena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci. On se retrouve demain pratiquement dans le même exercice. Mesdames, messieurs, il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.